Bienvenue tout le monde sur Nexus et aujourd'hui on va parler des nouvelles règles d'éducation à l'école et notamment de la protection et des éventuels dangers aujourd'hui qui s'appliquent sur les enfants. On est avec un collectif, nous on aime à Nexus montrer ce qui se fait sur le terrain. Et on va aller en Belgique voir un collectif que j'avais déjà rencontré qui s'appelait Innocence en danger pour ceux qui connaissent et qui là évolue vers quelque chose qui s'appelle droit de l'enfance. Verlaine Urbain va nous en parler. Et il présente aussi un rapport directement à l'ONU sur les dérives des politiques actuelles. Verlaine Urbain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Romain pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, je vous laisse. Voilà, comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce que vous faites aujourd'hui et comment présentez-vous votre association et action locale? Oui, donc comme tu l'as bien expliqué, en fait en 2019, eh bien, pour renforcer le maillage associatif pour la cause des enfants, j'avais intégré les couleurs d'Innocence en danger. Et donc en Belgique, on représentait du coup l'antenne Innocence en danger. Et dans cette période-là, on a développé une expertise par rapport à la problématique des violences sexuelles au niveau intrafamilial. Et donc c'est un sujet, donc quand je dis une expertise, c'est pas que connaître en fait les traumas et ce qui se joue au niveau familial, c'est aussi malheureusement les dysfonctionnements institutionnels qui, depuis des années, prend en charge des enfants qui sont dans des situations de suspicion de maltraitance sexuelle, et alors qu'il y a en fait toute une série d'éléments qui étayent les violences sexuelles sur l'enfant, eh bien, généralement dans nos dossiers, c'est la mère qui alerte le danger, donc des violences commises par le père, et malgré ça, eh bien, c'est la mère qui est éloignée de l'enfant. Et ce sujet-là, en fait, est connu depuis 20 ans en France. On a même sur notre site internet intégré un rapport de l'ONU qui mettait ça en lumière. Et aujourd'hui en France, il n'y a plus rien de complotiste quand on parle de ça. Même le juge Durand de la Civise a produit un rapport de 700 pages pour mettre en lumière tous les dysfonctionnements en France. Donc ici, on a 20 ans de retard puisque le, le sujet en Belgique n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de littérature qui met ça en lumière. Et donc, effectivement, comme tu le disais, eh bien là, on arrive en fait 2025, on a pu accompagner des dizaines de maires, recevoir plus d'une centaine de témoignages, et c'est dans ce contexte-là qu'on a été réaliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas été en capacité en fait d'aider ces maires à à amener un changement significatif dans leur parcours et aider les enfants en fait à retrouver leur mère. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a produit un rapport qui récolte toutes les données, enfin qui met en lumière toutes les données qu'on a récoltées depuis ces dernières années pour le diffuser, pour l'envoyer à l'ONU, en espérant en fait que l'ONU exige en fait que la Belgique reconnaisse qu'il y a des dysfonctionnements. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas ça, eh bien, il y aura toujours des mises en danger et le problème, en fait, ne sera jamais traité comme il le faut. Alors, pardon, j'avais coupé le micro. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut afficher directement ici, on voit ce rapport-là à l'ONU. Quand l'État belge expose des enfants au danger, donc voilà, finalement, peu importe les pays, le problème reste le même. C'est ça que vous nous expliquez, Verlaine. Oui, oui, tout à fait. Et donc, pour la suite de la présentation de l'association, eh bien, on a vu le logo qui s'appelle Droit de l'enfance. Donc, pour les auditeurs, il faut savoir qu'il y a 3 semaines, pour, de manière, de manière en commun, en accord avec la présidente des antennes Innocence en danger, eh bien, on a préféré changer de nom pour les préserver pour le deuxième thème qu'on parlera un peu plus tard, qui concerne l'Evras. Et donc c'est pour ça que depuis quelques semaines, on a changé de nom, à un nom qu'on trouve qui nous va très très bien, Droit de l'enfance. Et donc c'est au nom de Droit de l'enfance qu'on a publié le rapport destiné à l'ONU. Et donc pour comprendre un peu ce qui se joue dans cette problématique, ça fait des années en fait que c'est généralement des mères qui nous contactent. Et donc il y a aussi des pères qui se retrouvent dans ces situations-là, mais nous généralement ce sont des mères qui nous contactent. Les enfants en fait ont entre 2 ans et 8 ans de manière générale.
Et donc les mères sont perdues parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi, quand elles vont signaler aux institutions de prise en charge des enfants, les institutions de protection des enfants, elles ne comprennent pas pourquoi il y a une inversion des suspicions. Et donc, et donc, à juste titre, qu'elles ne comprennent pas parce que ça s'appelle un dysfonctionnement, en fait, hein. Et donc, on se retrouve, en fait, avec des traitements au niveau des intervenants psychosociaux, mais aussi judiciaires, on se retrouve avec une prise en charge qui est complètement asymétrique. C'est-à-dire que, d'un côté, on a pourtant, quand moi j'analyse, et je parle bien de mes dossiers, hein, je ne sais pas pour les autres, mais mes dossiers, eh bien, nous, on analyse en fait tout le parcours institutionnel des mères, et donc on a le même dossier que le père, en fait. Et quand on analyse le dossier, on se rend compte qu'il y a parfois jusqu'à trois quatre éléments qui étayent les violences sexuelles sur l'enfant, et en parallèle, eh bien, il n'y a rien pour objectiver que la mère serait dangereuse et qu'elle instrumentaliserait l'enfant pour faire du tort au père. Or, en fait, systématiquement dans nos dossiers, ce qu'il arrive, c'est que, et c'est pour ça que je parlais de traitement asymétrique, c'est d'un côté, il y a des pièces qui vont objectiver les violences sexuelles sur l'enfant, et il n'y a pas de pièce qui va objectiver que la mère serait dangereuse. Et malgré ça, en fait, les institutions vont partir du principe que c'est la mère qui invente et sous des concepts pseudo-cliniques comme l'aliénation parentale, le syndrome de Munchausen, la mère trop fusionnelle. Et quand on regarde ces éléments-là, ce que je peux entendre, hein, je peux tout à fait entendre qu'une mère Mais soit là, il y a dangereuse. une vraie défiance sur faite aux femmes et on ne comprend pas si c'est systémique ou pas. Moi, effectivement, j'ai vu en tant que journaliste, en suivant quelques-unes de ces affaires, c'est quand même la répétition de cela est assez choquant. Comment vous expliquez ça, vous, aujourd'hui? D'où vient cette défiance? Quelles sont vos pistes, en tout cas? Alors, depuis ces dernières années, le premier facteur qui me paraît significatif, c'est qu'il y a un déni en fait de méconnaissance par rapport à la problématique des violences sexuelles. Et donc pour les intervenants psychosociaux, qui sont clairement les yeux, on va dire les yeux et les oreilles des juges, hein. Les juges, en fait, ils reçoivent le rapport, ils ont plus de 700 dossiers, ils suivent de bonne foi et puis c'est tout, en fait, hein. Et donc, c'est surtout les intervenants psychosociaux, hein, donc c'est des assistants sociaux et des psychologues généralement ou éducateurs spécialisés. Eh bien, je pense réellement que le premier élément de réponse, c'est qu'ils ne peuvent pas intégrer ou imaginer qu'il est trop dur psychologiquement d'imaginer qu'un père qui pourtant pourrait très bien présenter, justement, qui pourrait avoir un langage justement très finalement très séducteur, voilà, moi j'ai tout fait pour mon ex-femme, je ne la comprends pas, je suis même mal pour elle, etc. Et donc ils ont du mal à imaginer qu'il y ait des prédateurs qui en fait violent des gamines et des gamins qui ont à peine 2 ans en fait. Et donc ça c'est le premier facteur. Ah, Le, donc ça, en fait, les juges ne pourraient même pas imaginer la brutalité de ce qui se passe et donc ils se laissent séduire par le côté, c'est extrêmement grave, ce que vous dites. ouais, et en fait ça s'accompagne après par des pratiques dysfonctionnelles. Ça veut dire que pour se conforter en fait dans leur manière de fonctionner, dans leur pensée, eh bien, depuis plus de 10 ans, 10-15 ans, il y a des théories pseudo-cliniques qui n'ont jamais été en fait validées scientifiquement, telles que l'aliénation parentale qui voudrait que généralement la mère, après une séparation, inconsciemment ou consciemment, mais plus souvent inconsciemment, en fait, serait fâché contre le père et donc induirait en fait inconsciemment dans la tête de l'enfant que l'enfant est victime et que l'enfant donc va se débattre et va alerter des violences. Et donc, Et ça, non, non, pardon, allez-y. oui, et donc ça, c'est vraiment le, les pratiques dysfonctionnelles qui mettent à mal en fait essentiellement les mères dans nos dossiers, puisque en fait ils vont impouiller des hypothèses qui ne seront pas capables de développer. Ça veut dire en fait que des intervenants psychosociaux vont se baser sur des interprétations personnelles, donc une vision complètement subjective de la situation,
Et donc les juges, qui sont tout à fait dysfonctionnants aussi, puisque eux vont accepter des interprétations subjectives pour en fait écarter, éloigner l'enfant de la mère. Est-ce que quand c'est des juges féminins, on voit les mêmes biais ou est-ce que justement les décisions sont drastiquement différentes? Qu'est-ce que vous avez vu là-dessus? Alors, c'est une question intéressante sur la notion de est-ce que finalement il y aurait des, des prismes sous le point de vue du genre. Et en fait, il faut se rendre compte que, alors je pense que c'est aussi le cas en France, mais en tout cas en Belgique, la majorité des intervenants psychosociaux et des juges, ce sont des femmes. Et donc, en fait, la question du genre, on pourrait même pas, enfin, pour le milieu féministe, ils aiment bien dire que c'est des structures patriarcales, etc. En attendant, dans la réalité des faits, eh bien, ce sont des femmes qui sont majoritaires et qui finalement sanctionnent lourdement les mères, effectivement. Ah oui, c'est très intéressant ça, effectivement. C'est parce que quand on regarde les décisions, les jugements de loin, on ne voit pas effectivement qui est la personne qui donne ce jugement ou cette décision. Ok, c'est intéressant comme sujet. Oui, 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 tout à fait. Après, une autre raison qui explique les dysfonctionnements, c'est la doctrine même au niveau de la protection des enfants. Ça veut dire qu'avant même de parler de pratiques, donc, que je viens d'évoquer ici avec des pratiques basées sur des théories pseudocliniques qui ne valent rien, eh bien, au niveau même de la doctrine, eh bien, on se rend compte, en fait, sur base de tous mes dossiers, c'est systématiquement pareil, hein, eh bien, qu'on va, en fait, euh, prioriser la présomption de l'innocence du père au détriment du principe de précaution concernant l'enfant. C'est ce qui est une faute gravissime, et donc on bafoue complètement les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Convention internationale des droits des enfants, qui sont contraignantes en fait pour la Belgique. Et donc comment ça s'opère? Généralement, quand la mère va porter plainte, il faut savoir que au niveau des codes judiciaires, au niveau du pénal, c'est très strict. Ça veut dire qu'ils sont pas là pour protéger l'enfant, ils sont là pour voir s'ils peuvent en fait protéger la société d'une personne qui est dangereuse. Et il leur faut en fait des éléments factuels qui va au-delà du doute raisonnable pour condamner quelqu'un. Et donc si eux, ils n'ont pas en fait une preuve formelle qu'on voit de nos yeux que le père est un prédateur, même s'il y a des soupçons, des faisceaux d'indices, ce ne sera pas suffisant. Et donc on est face aussi à un dysfonctionnement au niveau du pénal, mais on fait face à des codes qui sont très très stricts pour condamner un père pour pédocriminalité intrafamiliale. Et donc, Là, je reprends le. Ah, pardon, t'avais pas fini. oui, bah, juste pour terminer ce point-là, Ah oui. eh bien, ce qu'on constate, c'est que généralement, tous nos dossiers se clôturent par des non-lieux. Et donc, dans les représentations sociales des intervenants psychosociaux et même finalement du tribunal de la jeunesse qui décide d'éloigner les enfants de leur mère, eh bien, pour eux, si au niveau du pénal, eh bien, il y a un classement sans suite ou qu'il y a eu un non-lieu, eh bien, ça veut dire, ben donc, ça veut dire que le père, en fait, n'est pas condamné et donc, ben, c'est qu'il est en fait innocent et donc c'est que la mère est dangereuse. Et donc, il y a une inversion à nouveau, en fait, des valeurs au niveau de la protection des enfants parce que normalement, le droit même européen et belge, en fait, considère que toute prise en charge concernant les enfants doit respecter l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être une considération primordiale. Et donc c'est l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, normalement, le doute doit bénéficier à l'enfant. Or ici, c'est le contraire. C'est dès qu'il y a un non-lieu, alors que le non-lieu ne veut pas dire que le père n'est pas un prédateur, hein. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'éléments au niveau pénal pour le condamner.
Mais alors, sur un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir? Parce que finalement, on est face à des juges, même féminins, donc c'est pas comme si on bloquait puis que le gouvernement mettait que des juges masculins sur ces affaires. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que vous, en tant qu'association et que acteur sur le local, vous espérez avoir? Puisque là, on est finalement face à un problème humain ou est-ce qu'on est face à un problème systémique? Oui, hein, donc ici, c'est un problème clairement systémique. Ça veut dire Ah, que malheureusement, toutes les institutions concernées par la prise en charge des enfants où il y a une situation, si on veut être prudent, de suspicion de maltraitance sexuelle sur l'enfant, dysfonctionnent complètement. De l'assistant social, en passant par la psychologue, en remontant jusqu'au juge. Ça dysfonctionne complètement. Et donc, à ce stade, eh bien, une fois, justement, c'est grâce en fait à la récolte de données qui a duré plusieurs années, où on peut de manière très confiante en fait dire que ça dysfonctionne de manière systémique en fait, hein. alors, mais C'est comment ça, comment est-ce que, d'où vient le problème systémique? Moi, j'adore, hein, parce qu'on nous, on regarde les biais à Nexus du système, donc ça me passionne. Mais alors, lesquels, au niveau pratique? Donc ça veut dire que dès le début, quand la mère en fait se rend compte qu'il y a des éléments qui sont objectivés par des professionnels, et donc ça peut être une psychologue, ça peut être même une psychomotricienne en fait qui suit les enfants depuis un an ou deux, et les enfants commencent à dévoiler en fait, à témoigner une série d'éléments qui se passent chez le père, et on se rend compte que l'enfant il est victime on se rend compte que les enfants sont victimes de violences sexuelles. Ça peut être aussi un rapport médical. Donc on a ça dans nos dossiers, hein, une mère qui va aux urgences. On confirme par des médecins qu'il y a des déchirure partielle de l'hymen, fissure anale, comme ils disent, à 6 heures. Ils sont très précis. Et donc, on a des éléments en fait qui permettent d'objectiver que l'enfant a été victime de violences sexuelles. Donc ça, c'est un fait. Donc normalement, la mère, elle est dans l'obligation légale, en fait, d'alerter les institutions de protection des enfants pour faire protéger l'enfant. Donc ça, c'est des faits factuels, en fait. Et donc, comment expliquer que là, pourquoi ça dysfonctionne de manière systémique? Ça veut dire que dès le début de la prise en charge, eh bien, on va commencer à voir la problématique pas sous le prisme en fait de l'intérêt de l'enfant qui est de le protéger en fait face à des potentielles violences sexuelles sur l'enfant commises par le père, on va commencer à regarder la problématique sous le prisme généralement du conflit parental. Et donc on va commencer à demander dès le départ de commencer à faire une médiation entre la mère et le père et qu'ils s'entendent sur l'hébergement de l'enfant, puisque la mère en fait généralement ne veut plus que son enfant soit Sous le même euh, toit. exactement du père. Et en fait, c'est là que ça commence à dysfonctionner. Et donc, la mère, évidemment, elle refuse. Et donc là, comme elle refuse de collaborer, le dossier monte et est judiciarisé. Et donc, on a comme ça, en fait, d'autres institutions, donc les assistants sociaux qui avaient ce dossier en charge, disent, bon, voilà, pour nous, il y a un conflit parental, mais on va envoyer l'enfant chez le psychologue pour une expertise. Et quand l'enfant est envoyé chez le psychologue, on a un rapport donc des institutions en Belgique, ça s'appelle SOS Enfants, mais voilà, c'est les structures vraiment qui sont financées et qui sont normalement spécialisées pour la prise en charge des enfants et de faire des bilans psychologiques. Et donc on a l'antenne SOS Enfants qui va faire une expertise psychologique en allant voir qu'est-ce qui se passe chez la mère, le père et l'enfant. Et là, quand bien même dans nos dossiers, l'enfant témoigne des violences qu'il a subies, ce qui est dingue, c'est qu'on a des rapports qui sont à 95% bien faits, ou qui sont très objectifs. La maman dit ça, le père dit ça, l'enfant dit ça, et là-dedans, on voit en fait que l'enfant témoigne des violences sexuelles. Et Ouais. là, en conclusion, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, l'enfant, en fait, est stressé et l'enfant, en fait, dû à des problèmes psychologiques chez la mère, eh bien, et que la mère, elle est par exemple trop fusionnelle, c'est quelque chose qui ressort beaucoup depuis qu'il y a une interdiction d'utiliser le terme aliénation parentale. Et donc ça, c'est depuis quelques années, on ne peut plus utiliser le terme aliénation parentale. Et donc c'est encore plus pervers parce qu'en fait, il se retrouve en filigrane tout au long du dossier, en fait. Et donc, au lieu en fait de se dire, ok, en fait, l'enfant, ce qu'il dit
est problématique et mérite en fait d'être pris au sérieux, eh bien, on va partir du principe que c'est la mère qui va en fait inconsciemment transmettre un stress chez l'enfant. Tu comprends? Et donc, à ce moment-là, le dysfonctionnement continue. Ça veut dire qu'après ça, le rapport est envoyé chez le juge, et le juge dit ça, et il voit d'un côté des pièces qui, pourtant, va objectiver les violences sexuelles sur l'enfant, et il voit aussi le document de la psychologue ou de l'équipe qui ont fait le bilan psychologique, qui dit que la mère, en fait, elle est dangereuse. Et donc, le juge, en fait, va écarter les pièces qui, pourtant, objectivaient les violences sexuelles sur l'enfant pour faire prévaloir, en fait, le bilan des psychologues. Et à ce moment-là, en fait, on peut retracer, en fait, tout le parcours institutionnel de la mère et de l'enfant et voir, en fait, qu'en conclusion, on écarte l'enfant de la mère et toutes les institutions sont responsables, en fait. Et c'est pour ça que c'est un problème systémique, d'une part parce que c'est pas qu'une institution qui est concernée, et d'autre part parce que c'est pas qu'un dossier en fait. C'est en fait l'entièreté des dossiers que nous recevons en Belgique, eh bien, on rentre à chaque fois dans les mêmes critères. À chaque fois, c'est des enfants qui ont entre 2 ans et 8 ans. À chaque fois, la mère est éloignée de son enfant. À chaque fois, ce sont les mêmes raisons qui expliquent cela. Ce qui a l'air systémique là-dedans, c'est effectivement le fait que les juges soient finalement vulnérables au fait de ne pas avoir toutes les informations, de donner trop d'importance à certaines pièces et de laisser certaines pièces à conviction de côté sans s'y intéresser finalement. En fait, ils sont pas au cœur de l'affaire et ils ont un problème de système de bureaucrate là. Je vais même lancer un pavé dans la mare parce que là, un des Vas-y. dossiers que j'ai objectivé dans le rapport destiné à l'ONU, donc dans ce rapport, en fait, je ne me contente pas de dire juste que ça dysfonctionne. J'ai pris en fait 3 dossiers phares qui expliquent 3 catégories en fait généralement de ce qui se passe en fait comme conséquence chez la mère. Et donc pour aller vite, soit l'enfant il est placé en institution, soit l'enfant, il est placé chez le père suspecté de maltraitance sexuelle, ou soit la mère décide en fait de manière très consciente de garder l'enfant et de se taire, et donc d'arrêter en fait de dénoncer les violences sexuelles en acceptant que l'enfant continue à avoir le père, et donc en acceptant que son enfant soit toujours mis en danger chez le père, en sachant les représailles judiciaires que ça peut avoir pour elle. Et donc, j'ai pris en fait 3 dossiers phares qui montrent ces 3 fils rouges-là. Et le premier dossier que j'ai mis en lumière, donc dans le chapitre 4, eh bien, C'est celui-ci. je continue à suivre en fait, donc je les ai anonymisés, hein. Et donc je continue à suivre cette maman. Le dernier en fait rapport qu'elle a eu de conclusion au niveau de l'audition, de l'audience au tribunal de la jeunesse, eh bien, donc elle va en appel parce qu'elle refuse que son enfant soit encore éloigné 1 an supplémentaire et soit continuellement placé en institution. Et là, le juge va très loin en fait. Le juge, en fait, admet que C'est- l'enfant... Oui, Juste avant que tu continues, ça justement, là je suis en train d'afficher à l'écran, les gens peuvent retrouver, hein, c'est directement, ce rapport il est accessible sur votre site internet. Hein. oui, 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 tout à fait. Si on va dans le lien brochure, littérature, eh bien, on a mis le résumé en ligne et le rapport complet. C'est droitdelenfance.be. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ok. Voilà. Et donc là où je voulais aller, où j'expliquais que ça va encore plus loin que, en fait, un simple problème, enfin un problème de pratique et une méconnaissance du sujet, on va jusqu'en fait à une banalisation de la pédocriminalité. C'est-à-dire que dans le dernier jugement, il est écrit noir sur blanc, euh, en, avec une astérisque en bas de page, et ils disent qu'il ne fait nul doute que l'enfant a bien été victime de violences sexuelles. Il écrit ça noir sur blanc. Et pourtant, dans les conclusions du juge, eh bien, la juge va quand même dire, voilà, par précaution, on va quand même euh, laisser l'enfant placé en institution 1 année supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain
que la mère ne va pas en fait compromettre l'intégrité psychique de l'enfant en nuisant à l'image du père. Et donc là, en fait, on n'est plus sur une asymétrie, on est sur justement une vision égalitaire entre les violences sexuelles sur un enfant et l'idée qu'on puisse dire du mal d'un des deux parents dans un contexte de conflit parental. C'est ce qui est gravissime, hein. Au niveau de la hiérarchie, on va dire délit, crime, etc., on est complètement dans un délire complet, en fait. Et là, on est purement dans une banalisation pure et dure de la pédocriminalité. Et là, appuyé par un juge. Par une Voilà, hein. juge. Voilà le site internet en question, droitdelenfance.be, c'est tout attaché, sauf le .be, pardon. Et donc dessus, on a, voilà, vous pouvez retrouver à la fois la pétition dont on va parler tout à l'heure et le rapport à l'ONU. Et d'ailleurs, le rapport à l'ONU, qu'est-ce que vous espérez et attendez de l'Organisation des Nations Unies, qui est surtout extrêmement connue pour ne jamais rien faire d'intéressant. Alors, je Parlons suis quelqu'un. vrai, hein, on parle vrai à Nexus, hein. Bien sûr, bien sûr. Je reste quelqu'un d'optimiste et de pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Pardon. que- non, 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 mais ça veut dire qu'il ne faut pas, effectivement, je suis pas naïf, hein. Il y a des choses qui ne vont pas du tout et qui méritent d'être mis en lumière, évidemment. Par contre, il y a aussi certains travailleurs onusiens qui font leur boulot comme il faut. Et donc, il faut, par exemple, le reconnaître qu'en 2003, en France, la première littérature qui a été, en fait, mis en lumière pour démontrer les dysfonctionnements en France, c'est un rapporteur de l'ONU qui s'appelle Jean-Miguel Petit et qui, dans le cadre à la base d'une affaire de pédocriminalité de réseau sur la question, c'est les fameux fichiers de Zandvoort, hein, eh bien, il a été mobilisé par 17 maires qui lui ont montré des dossiers énormes. Et c'est des mères qui perdaient systématiquement leur enfant. Et donc, il y en a qui bossent bien, en fait. Et Ah non, donc mais ça, ils ici, bossent bien, c'est comme sur le Rwanda, hein, mais sur tout un tas de sujets, mais ils sont juste jamais écoutés. Et les moments où ils sont écoutés, c'est quand l'actualité a déjà fait le tour des autres médias traditionnels et que le sujet devient évident à soulever. Mais ouais, effectivement, il y en a plein qui font des appels intéressants, mais qui sont jamais écoutés. oui, et je m'y attends et j'ai déjà pris des mesures par rapport à ça. Ça veut dire que, en Belgique, contrairement à la France, on est 20 ans en retard par rapport à la France. Et donc, le premier objectif de notre association, c'est déjà d'arriver de manière, avec de la légitimité, à faire intégrer le fait et à faire reconnaître par l'État belge que ça dysfonctionne. Et en fait, c'est la première piste de solution, hein. Si on ne met pas ça en lumière, eh bien, ça ne changera rien, en fait. On mettra des petits pansements à gauche et à droite et il n'y aura pas de changement significatif, en fait, pour la protection des enfants. Et donc, si l'ONU, en fait, en prenant compte de mon rapport, dit effectivement, notre dossier est sérieux et effectivement, ils mettent le cachet dysfonctionnement institutionnel pour la Belgique, ça va nous servir de levier pour en fait monter la première marche. Ouais, tout Et à fait. donc, et donc, si on parvient déjà à monter la première marche, après, on va pouvoir finalement avoir beaucoup plus de crédit, nous, pour continuer à faire grossir une communauté, pour euh, pousser finalement les politiques à accepter que ça devienne une priorité, en fait. Donc c'est ça l'idée. Après, je suis pas naïf. Très Je sais intéressant. très bien parce que moi, je regarde comment évolue la France. Et en fait, en France, là, il n'y a plus rien de complotiste ni rien. En fait, en France, tout le monde accepte. Il y a des débats parlementaires, il y a des commissions, etc., qui expliquent que l'ASE dysfonctionne complètement et qu'il est temps de mettre des choses en place. Et donc, c'est une belle avancée pour la France. Néanmoins, je ne suis pas naïf parce que ça ne change rien. En fait, actuellement, les dysfonctionnements en France sont aussi dangereux qu'en Belgique. Et il n'y a rien qui a changé en France actuellement. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, en étant conscient de ça, eh bien, l'objectif, c'est de lancer des procédures en justice pour faire sanctionner en fait les institutions concernées et qui sont responsables des dysfonctionnements institutionnels.
Et donc ici, pour la première fois en Belgique, eh bien, on est la première association à le faire, hein. Donc, si pour les curieux, eh bien, si ceux qui veulent lire le premier, le premier, la première synthèse des trois mers dont je fais en fait le résumé au chapitre 4, eh bien, cette mer-là que nous suivons actuellement, on va lancer d'ici quelques semaines une procédure en justice pour justement essayer de démontrer qu'on ne protège pas nos enfants et qu'on bafoue complètement les droits de l'enfant et de la mère en l'occurrence. Et l'idée, en fait, c'est de multiplier ces procédures jusqu'au moment où ça passe, en fait, et de faire de la jurisprudence et de toujours, en fait, en parallèle, continuer à sensibiliser le grand public parce que c'est un sujet qui est en fait, je, je, bravo à vos auditeurs si vous tenez le coup avec ce qu'on raconte ici, parce qu'en fait, c'est un sujet généralement qui n'intéresse pas les gens, parce que ça les touche pas directement, en fait. Dans notre public, il y en a pas mal qui sont quand même au fait, ouais. Voilà, ben C'est voilà. vrai. Donc, je croise les doigts. Et d'ailleurs, si je peux lancer un appel, hein, si pour les auditeurs français et belges, eh bien, on est la première association à lancer ce genre de procédure directement contre les institutions concernées. Et donc, aujourd'hui, après plus de 5 ans de travail, on a les avocats, on a les maires, on a pu objectiver les dysfonctionnements et le droit qui est complètement bafoué. Donc, on a les données. Il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Et pour ça, il faut nous soutenir financièrement. Ça veut dire que nous, on a réussi à faire une levée de fonds fin 2024 et 2025 pour lancer une première procédure ici qu'on va lancer d'ici quelques semaines. Mais on en a plein d'autres de dossiers. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir au moins lancer 3, 4, 5, 6 procédures en série pour augmenter nos chances, au moins qu'il y en ait un qui passe en fait. Et pour ça, il faut des moyens. Donc, au bon entendeur. Je pense même que ça pourrait avoir une influence positive sur la France. Pourquoi? Parce que je ne remarque pas actuellement que les associations actives comme la mienne lancent ce type de stratégie. Ça veut dire que beaucoup d'associations se constituent partie civile contre des prédateurs où c'est déjà écrit sur leur front qu'ils sont coupables et ils vont ramasser et que c'est la petite minorité qui va aller en prison. Et donc ça, je le constate et c'est toujours bien de militer et d'appuyer sur le clou, c'est très bien. Mais je ne vois pas en fait d'association qui va frontalement, mis à part l'avocat Michel Hamas qui est très remonté. Et donc j'attends de voir les suites de ses travaux. Et donc lui, c'est même pas une association, c'est un avocat qui ose aller au charbon. Et donc, je pense vraiment que la Belgique pourrait apporter, en fait, peut servir vraiment de projet pilote par rapport à ce qu'on fait. Parce que je pense qu'il serait très intéressant que la France suive sur cette stratégie, en fait, au lieu de faire comme moi un rapport envoyé à l'ONU et de dire qu'on n'est pas content, eh bien, c'est d'aller au charbon et d'aller en fait directement mettre en lumière par voie judiciaire les institutions qui dysfonctionnent. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, un petit mot sur les financements dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est important aussi de pouvoir soutenir les associations indépendantes. Nous, on peut pas faire de marketing pour vous, mais en tout cas, en tant que Bien sûr. journaliste, en regardant de loin, on voit que les associations les plus intéressantes, qui font le travail le plus honnête, sont aussi celles qui n'ont pas de subvention. Et l'État essaye bien de subventionner certaines personnes. Donc il faut à tout prix, pour que les institutions, pour que les assos puissent rester indépendantes, il faut pouvoir aussi les soutenir financièrement et ne pas attendre et se dire il y a que Verlaine qui fait quelque chose de son côté, lui il fait quelque chose. Non, non, faut soutenir aussi comme ça. Malheureusement financièrement c'est le nerf de la guerre. Enfin même pas Bien sûr. malheureusement c'est le système actuel. Donc voilà. Complètement, et Euh, je pense que ça fait une excellente transition en parlant de financement par rapport à notre deuxième thématique qui nous a coûté très cher, hein. Parce qu'il faut savoir que à la base, nous on était reconnus, hein. On était reconnus par la je veux Fédération de parler du l'Union vers, ça, européenne. de l'Everest, Euh, pardon. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, nous, à la base, on avait des subsides, on était 3 employés, et on sensibilisait le grand public sur la problématique des violences sexuelles sur enfants. Et en fait, fin 2022, en Belgique, eh bien, donc en Belgique, on appelle ça l'EVRAS, donc c'est vraiment l'équivalent de l'EVARS en France. Et fin 2022, Donc c'est les des programmes parents. d'éducation sexuelle et de vie pratique à l'école, hein. Oui, Voilà, c'est pour ça. rappel. Donc en Belgique, donc c'est l'acronyme de éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
C'est à Voilà. peu près pareil en France, je crois. Oui, oui, c'est juste qu'on a interverti l'acronyme de deux lettres, EVARS, EVRAS. Ah, C'est intéressant exactement. qu'ils ont. Ah ouais, 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 tout à fait. trop Mais malin. c'est la France qui a décidé ça, hein, parce que c'est nous les premiers à avoir déployé les VRAS, en veux-tu, en voilà. On est à l'avant sur la France. Et, euh, Intéressant. et donc, en fait, nous, à la base, je vais dire clairement, en fait, nous, à la base, on était complètement pour les VRAS, hein, puisque, en fait, l'idée l'idée de l'objectif, un des objectifs de l'EVRAS, c'est de pouvoir finalement faire de la prévention par rapport à la problématique des violences sexuelles sur enfants. Donc nous, à la base, on est pour. Et c'est seulement en fait fin 2022 que des parents et des professionnels nous contactent pour nous dire, voilà, regardez, il y a un guide qui vient de sortir, il fait 303 pages, et il est à destination des professionnels pour s'adresser aux enfants dans les écoles. Et il nous pose question. Et donc on a regardé après le guide pour les VRAS, comme il s'appelle. Et donc c'est un guide où il y a d'abord 25 pages où on explique les principes, les principes généraux, et puis après, c'est que des balises qui classées par âge, en fait, 1, 5, 8 ans, 9, 11 ans, 12, 14 ans, etc., et qui mentionnent des thèmes généraux que si un enfant pose une question sur tel thème, eh bien, l'animatrice retombe sur sa Bible, qui s'appelle le guide pour les VRAS, et peut dire, voilà, ah, on parle de la pornographie, ah, ok, 9, 16, 9, 11 ans, ah, ok, ben là, je peux parler, selon la page 137, je peux parler du coup des influences positives et négatives des pornographies. Et donc, je peux expliquer c'est quoi les pornographies. Et donc, nous, quand on a lu ça, on était là, ok, en fait, si on parle de pornographie, en fait, à toute la classe, si un enfant a été dévoyé par ça et ils peuvent commencer à parler, en fait, des influences positives et négatives, en fait, il y a un risque élevé de, de compromettre en fait l'intégrité psychique et de créer des effractions du psychisme chez l'enfant et même d'aller en fait être suggestible et que des enfants commencent à s'intéresser puisque l'enfant en fait il est suggestible, curieux et il fonctionne par imitation. Et donc il pourrait même, sans le vouloir, en fait encourager des enfants à s'intéresser à la pornographie. Et en fait, on commence à regarder tout le guide dans son ensemble, et en fait, il n'y a rien qui va dans le guide. On se rend compte qu'il est complètement idéologisé, qu'en fait, il y a un risque d'hypersexualisation dès l'âge de 5 ans, parce que en France, c'est dès l'âge de 3 ans, mais nous, c'est à partir de l'âge de 5 ans. Tu as des exemples de ce que tu dis? Oui, hein, par exemple, mais j'en ai plein. Donc, je dois faire attention justement à ne pas vous assommer avec ça. Donc, dès Ou- 5 ans, Oh, par exemple, t'inquiète, nos lecteurs sont plus à ça près, hein, nous. Vas-y. ok. Donc, si un enfant, je ne sais pas comment, de quelle manière, eh bien, le thème de la sexualité sort à 5 ans, eh bien, il prévoit, page 202, de parler de la découverte des zones érogènes. Et quand on regarde en fait la petite astérisque dans le guide pour l'Evras de pourquoi on pourrait parler de ça, eh bien, on tombe sur une note de bas de page qui renvoie à un site canadien qui explique que la sexualité est présente dès la naissance et c'est la raison pour laquelle, eh bien, comme l'enfant s'autostimule dès le plus jeune âge, il est important de lui parler de la découverte des zones érogènes. Mais c'est même pas Et en dès c'est complètement fou, c'est même pas dès le plus jeune. Parce que là, on est sur une, quelle tranche d'âge? fait, Parce que 5 ça, ans, c'est des mots. Combien? 5 ans. 5 ans? Mais ils sont quoi? Ah oui, non, mais là, ils sont complètement malades. Il y en a plein qui, au collège, n'ont jamais entendu le mot érogène. Qu'en fait, Oui, ils stimulent la curiosité, qui est il pas y a nécessaire de stimuler. Il y a un risque. Et donc, par exemple, dès 9 ans, eh bien, on peut parler de l'orgasme, de la masturbation, ils sont très précis, hein, du liquide prééjaculatoire, ça va très loin. Euh, Ça pour 9 ans. à 12 ans, eh bien, là, on peut voir, page 210, les avantages et inconvénients de la pornographie. On peut voir, dès 9 ans, page 285, les règles de base pour envoyer des photos de nu. Et en fait, c'est gravissime parce que, en fait, quand on étudie un peu la doctrine
des rédacteurs de l'Evras, en fait, on se rend compte qu'ils ont une vision résignée en fait de la société, et ils partent du principe que Hmm. aujourd'hui les technologies évoluent et que l'enfant, comme un adulte en miniature, devrait s'adapter aux technologies. Et donc, et ça, je les rejoins sur la problématique, c'est que la problématique de s'exposer via des photos tenues touche les enfants de plus en plus jeunes. Et Oui. donc, il y a une étude comme ça qui explique qu'entre 13 ans et 25 ans, eh bien, un enfant sur trois ou un jeune adulte sur trois sera amené à envoyer une photo de nu ou dénudé dans le monde numérique, ce qui est complètement problématique, hein. Et donc, moi, je les rejoins sur le fait qu'effectivement, il y a des problématiques qu'il faut traiter et qu'on ne doit pas mettre de côté. Donc là, on a un point commun. Par contre, la stratégie utilisée est désastreuse. Et c'est là qu'on a un point de désaccord significatif. Et donc, eux, Mais ça, imaginent. c'est complètement stupide parce que j'ai suivi par exemple, des jeunes filles qui avaient envoyé des photos comme ça, genre à 14-15 ans, mais tu n'es pas obligé de l'aborder sous le sens de la sexualité. C'est complètement idiot de faire ça. Tu peux dire attention, ne mettez pas des vidéos, protégez vos données, protégez aussi votre vie privée. Si vous envoyez une photo, le garçon à qui vous l'envoyez ou la fille à qui vous l'envoyez, etc., va peut-être transférer ou même ça peut le faire par maladresse. Mais en fait, tu peux aborder ces questions-là sans aborder la question de la sexualité. Ça n'a aucun sens dans. Et je vais être encore plus dur. Et donc, ce que je dis là, moi, je me base sur le droit et la littérature liée au corps psychomédical. Donc, c'est pas les valeurs de mon association ou notre idéologie à nous. Non, on se base sur des éléments factuels. Et en fait, l'idée, c'est que si un enfant, en fait, s'expose nu sur les réseaux sociaux ou en envoyant ça à son petit copain, etc., elle se met en danger. Point barre. Et donc, en fait, les enfants ont besoin de repères. Et il serait incohérent de se dire que nous, les adultes, on est un peu copain-copain avec les jeunes ados, etc. Et dire, voilà, en fait, si vous le faites, donc c'est la vision en fait des rédacteurs de l'Evras, ça serait de dire, on va vous aider à ce que vous ayez le moins de problèmes possible. Et donc, d'envoyer en fait des photos de manière safe. Et en fait, c'est complètement délirant en fait de prendre le risque en fait d'être suggestibles et de les mettre en danger. En fait, eux-mêmes prennent des risques incroyables parce qu'il y a une forme d'incitation à la débauche en faisant ça. Et donc, en fait, les enfants, dès le plus jeune âge, même à l'adolescence, même si évidemment on sait bien qu'on a moins de prise sur les ados parce que c'est vraiment l'âge où on n'est plus enfant ni adulte et c'est l'âge en fait difficile où les ados vivent des tempêtes émotionnelles, etc. Donc, c'est pas Complètement. évident. Mais on n'a pas à prendre le risque de commencer à leur apprendre à comment envoyer des photos de nus de manière safe, en fait. On doit leur expliquer les interdits, faire intégrer en fait les repères, justement, et généralement, en fait, les gamines qui, Oui. qui font ça ont, ont un passif, en fait, ont déjà une fragilité, en fait, manque de reconnaissance, a envie de plaire, etc. Et donc, c'est désastreux, en fait, C'est intéressant comme sujet, mais du coup, est-ce que. Alors, moi, par contre, je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que ça ne doit pas être les institutions et le gouvernement qui t'apprend à comment te protéger, puisque ce ne sont pas les institutions les plus bienveillantes au monde. Mais c'est intéressant quand même, c'est parce qu'il y a un sujet derrière où. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout de l'aborder sous l'angle de la sexualité, mais plus sur aujourd'hui, même au-delà des éléments de sexualité, il y a une question à, faut apprendre en tant que citoyen à se protéger contre la fuite de certaines données, faut bien sûr. savoir maîtriser ce qu'on met sur Internet, ce qu'on utilise sur son téléphone. Et là, je vois des gens, mais des adultes majeurs, etc., qui ne sont pas du tout conscients de leur utilisation de leurs propres données. Donc comment est-ce que toi tu verrais les choses? Comment est-ce qu'on devrait s'éduquer si on veut réfléchir un petit peu à ça? Est-ce que c'est aux parents de le faire, mais en même temps les parents ils y connaissent rien non plus et les parents ils ont pas envie d'imaginer que leur fille elle mette ça, mais même sans ces éducations, les enfants se mettent en danger mais inutilement et grandement. Donc tu vois il y a quand même le problème, Evras ou pas quoi. Oui, oui, non, ben, sur cette question-là, en fait, les opérateurs Evras, normalement, devraient créer un maillage de préventif et de sécurité euh, en,
en concertation avec l'école, avec les parents, et justement outiller, en fait, de faire de son mieux pour outiller un maximum les parents. Et donc, il n'y a pas de, il y a pas de miracle en fait. Hmm. Malheureusement, il y aura toujours des victimes. Il n'empêche que d'augmenter en fait le niveau de prévention en soutenant les parents, en soutenant les professeurs, etc. C'est la meilleure alternative. En ayant des services d'accompagnement pour les enfants au niveau individuel aussi, ce Il serait faudrait génial. mieux former les parents à être parents, c'est ça que tu veux dire. Pardon, hein, si je choque certains par cette phrase, mais Non, 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 mais en tout cas, c'est de les outiller, les effectivement. outils, Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Et que ce soit pas du coup une éducation qui soit faite par les professeurs qui même n'y connaissent rien ou des programmes gouvernementaux, mais que ce soit donner les outils pour que les parents fassent à la maison le travail qu'ils doivent le faire. C'est plus comme ça que Ouais. tu abordes les choses? Ok. Oui, 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 tout bien sûr, tout à fait. Et donc, pour terminer avec les dérives, donc le guide pour l'Evras, un dernier exemple qui touche encore à une autre thématique, page 197, dès 12 ans, il prévoit, si la question sort, parce qu'on dit toujours que c'est sur base des questions des élèves, eh bien, ils peuvent parler de la thématique intitulée comme ça. Donc, c'est le consentement dans les relations sexuelles de nature transactionnelle. Puis mettre entre parenthèses, escorte, prostitution, sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent. Et on s'adresse à des gamines ou à des gamins dès 12 ans avec ça. Et en fait, en France, c'est très connu, moins connu en Belgique, mais il y a aussi un fléau en Belgique de l'exploitation sexuelle qui cible majoritairement des ados dès 12 ans. Et donc, on est, en fait, c'est toutes les valeurs inversées. En fait, normalement, pendant cette animation Evras, il faudrait en fait travailler, si le sujet sortait, mais sur en fait les dangers liés à la prostitution. Or ici, on est toujours sous une vision, et ça c'est un des principes généraux du guide pour l'Evras, de voir la sexualité de manière positive. Et en fait, à la base, ça sonne très bien, qui serait contre de voir la sexualité de manière négative, mais en fait, on se rend compte que c'est complètement idéologisé, parce qu'en fait, ce concept comprend en fait l'idée qu'il ne faudrait surtout pas stigmatiser le milieu de la prostitution, etc., jusqu'à aller parler du consentement dès 12 ans. Or, le droit belge, mais aussi français, est très clair. En Belgique, il est écrit noir sur blanc au niveau pénal que quand bien même un enfant de 12 ans ou un adolescent, en fait, consentirait à une relation sexuelle tarifée, eh bien, le prédateur prend cher. Et donc, c'est justement pour ça le droit est bien fait, en fait. C'est justement pour montrer que l'enfant n'a pas la maturité psycho-affective pour consentir à telle chose, comme il n'a pas le droit au consentement pour acheter un immeuble, pour voter, etc. Et ici, on a en fait un guide qui est complètement transgressif et qui va à l'encontre en fait du droit des enfants. Et donc nous, quand on a vu ce guide pour l'Evras, on s'est dit, bah, c'est quoi ce... Donc c'est là où on a tenu en fait un discours assez mesuré en disant, voilà, mais nous, évidemment, on est pour une Evras adaptée au développement de l'enfant, mais on n'est certainement pas pour en fait commencer à faire de l'idéologie en faisant de la prévention. Et donc c'est là qu'on a perdu nos subsides, en moins d'un an. En moins d'un an, on a perdu nos subsides. Je me suis fait par une chaîne telle que TF1, mais en Belgique, c'est la RTBF. Je me suis fait incendier en disant que j'étais la pierre angulaire du réseau de désinformation qui a causé des incendies dans des écoles à cause du tollé Evras, parce qu'il y avait eu des manifestations. Et, euh, Ah ouais, et faut pas donc, toucher à ce sujet-là, quoi. ah, ben, c'était chaud. En fait, c'est grâce à nous, en Belgique, que la France a été très modérée pour faire un arrêté ministériel sur les VARS, qui a été publié en février 2025. Bravo. Et en fait, les associations en France ont été très vigilantes par rapport à ce qui s'est passé en Belgique et ont essayé de travailler à fond pour rendre en fait un arrêté ministériel qui ok, va en fait rendre obligatoire les VARS, mais de manière adaptée au développement de l'enfant. Et en fait, même après avoir fait ce travail de fond, on s'est rendu compte qu'en France, eh bien, ils ont fait 60 pages pour réglementer les VARS, mais en fait, c'est beaucoup plus terrible pour la France. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait édulcoré
notre guide pour l'EVRAS, qui est chez nous clairement exhaustif, parce qu'il suffit de le lire pour se rendre compte que ça cloche. Il ne faut pas être un expert du développement de l'enfant pour comprendre qu'il y a de réels problèmes en fait avec le guide pour l'EVRAS. Or, en France, l'arrêté ministériel qui fait 60 pages est tellement édulcoré que enfin généralement, seuls des professionnels parviennent à piger qu'il y a des éléments qui sont transgressifs par rapport à la cause des enfants. Et donc, pour eux, en fait, maintenant en France, c'est beaucoup plus compliqué de monter au créneau parce que c'est beaucoup plus pervers, en fait. Or, ici, en Belgique, eh bien, en fait, notre discours, il est assez simple, hein. C'est de dire, il y a de la littérature qui a été produite. Cette littérature va, en fait, conditionner les pratiques professionnelles et forcément, il va y avoir des dérives. Et donc, depuis lors, nous, alors qu'on n'est pas une association très connue en Belgique, hein, on reste finalement une jeune association. Je suis plus que tout seul à temps plein depuis qu'on a perdu nos subsides. Et pourtant, toutes les semaines, on a un témoignage de dérive qui nous est parvenu par des parents, toutes les semaines. Et donc, vu qu'on n'est pas connu, il faut se dire que les dérives, elles doivent être fois 10 ou fois 20 hein, par rapport à ce que nous reçoit. Ah oui, très intéressant de le voir comme ça. Ah ben oui, oui. Droitdel'enfance.be. Oui, pardon, vas-y. Non, mais alors les dérives, pour donner une petite idée, ça va des fois, les auditeurs, enfin, ou les parents, ou n'importe qui a l'impression que c'est anecdotique, jusqu'à des situations qui les impactent plus. Mais par exemple, ça va parce qu'on n'a pas parlé de la question de l'identité de genre, mais donc il y a un autre fil rouge qui est transversal au guide pour l'EVRA, c'est l'identité de genre. C'est l'idée que dès 5 ans, eh bien, on peut travailler avec l'enfant, faire un travail d'introspection avec les enfants pour voir s'ils se sentent bien fille ou garçon. Parce que en fait, ils ont droit C'est quoi ça? à l'autodétermination Je connaissais et pas. donc ils ont droit. Ah ben alors là, c'est tout un problème en fait gravissime, mais autant en Belgique qu'en France, hein. Et donc c'est l'idée qu'il faut différencier le sexe biologique avec l'identité de genre. Et donc, il y a un enfant de 5 ans, s'il ne se sentirait pas bien dans son corps, eh bien, il pourrait du coup s'autodéterminer fille si c'était un garçon. Attends, Et attends, donc, attends, ça, attends, attends, attends. Pour quelqu'un qui connaît pas là, comment est-ce que parce que je suis pas calé sur ce sujet-là. Comment est-ce que qui fait on va voir un psychologue, c'est les parents qui emmènent, c'est l'école qui essaie de faire ce travail de genre avec l'enfant. Reprends du début ce truc-là parce que je connais pas. En fait, c'est bien dans les principes généraux du guide pour les VRAS, ils intègrent la notion d'inclusivité, qui est à la base, évidemment, on veut tous respecter les minorités. Ça, normalement, c'est un peu ça l'idée du respect, d'être inclusif. Et en fait, on se rend compte dans le guide pour les VRAS que la notion d'inclusivité va beaucoup plus loin que ça. Elle va en fait jusqu'à l'effacement du genre homme et femme. Et ça veut dire que, par exemple, dans le guide pour les races, au lieu de parler de hommes et de femmes, eh bien pour femmes, on va parler de personnes ayant un utérus. Et donc ça va très loin en fait, ça va très très loin. Et donc, c'est l'idée en fait d'intégrer pleinement euh, que le genre peut être fluide et qu'on peut être transgenre, qu'on peut se sentir homme, femme ou aucun des deux, etc. Et que c'est une identité qui deviendrait une norme comme être un homme ou une femme. Et donc, c'est sur cette base-là, en fait, ils partent de, des sciences sociales, qui est c'est le concept de relativisme cognitif, et c'est la théorie selon laquelle tout n'est que construction sociale. Ça veut dire que les vérités objectives qui normalement, en fait, est un consensus pour tout le monde. Genre, un homme, eh bien, c'est une personne qui a un sexe masculin, et etc. Eh bien, tout ça, ça ne devient plus que des théories qui appartiendraient juste à un groupe social. Et donc, eux disent que, en fait, le genre est une construction sociale et que si quelqu'un veut s'autodéterminer fille ou garçon, c'est son droit et ça doit s'imposer à autrui. Et cette théorie-là doit démarrer dès la plus jeune enfance, en fait.
Et donc, la position c'est ça, de droit de l'enfance, en fait, au-dessus de 18 ans, ce n'est plus notre thématique et on part du principe que les adultes font ce qu'ils veulent. Avec un petit bémol, c'est que quand même le cortex préfrontal, qui est le centre décisionnel, il est en fait complètement mature seulement à l'âge de 25 ans. Mais bon, voilà, c'était une petite nuance. Mais en attendant, nous, on travaille sur la question des enfants de 0 à 18 ans. Et il est évident, en fait, que des enfants de 5 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans n'ont pas la maturité psycho-affective pour intégrer de tels concepts, qui sont assez compliqués, hein, parce que je suis même pas sûr que tout... Moi-même, il m'a fallu longtemps, en fait, avant d'intégrer cette nouvelle théorie. Et donc, c'est pousser, en fait, des enfants qui pourraient avoir certaines fragilités, qui auraient pu être victimes de violences sexuelles, qui pourraient être, en fait, homo et qui ne se reconnaissent pas homo et que du coup pourraient se dire ben en fait je suis de l'autre genre, ça explique tout en fait. Et donc il pourrait y avoir plein de situations qui en fait sont balayées par l'idée qu'en fait c'est juste qu'il n'est pas du bon genre, tout simplement, et en fait causer des troubles gravissimes chez l'enfant. Et donc ça, c'est des témoignages qu'on reçoit énormément dans des écoles où des enfants, par exemple un enfant commençait à faire des cauchemars, euh, ne parlait quasiment plus, et c'est seulement après 2, 3 jours que les parents ont compris que l'enfant ne comprenait plus si c'était une fille ou un garçon, suite à une animation Evras en fait. Et donc, on peut voir en fait des dérives comme ça qui passent de cette thématique à la thématique justement des nudes, hein, qu'on apprend que des gamines ont fait des photos de nudes justement quelques jours après avoir eu une animation Evras. Et c'est là qu'on peut arriver à la pétition. Waouh. On a une autre, on a un témoignage qu'on a objectivé même par le pouvoir organisateur de l'école, hein, qui, où des parents en fait, se sont rendus compte que leurs enfants, donc ils avaient 11, 12 ans, eh bien, ont été exposés dans une classe, dans une animation Evras, avec un sextoy. Et donc l'animatrice en fait était venue avec un sextoy, donc un sexe en érection, enfiler un préservatif et expliquer qu'il existait le goût coca pour sucer. Et donc même là, on arrive en fait à faire une référence avec le guide pour les VRAS, page 195, où dès 12 ans, ils peuvent apprendre, dans habilité savoir-faire, ils devraient être capables d'expliquer comment rendre le sexe amusant. Et en fait, il n'y a plus de limite. En fait, le guide, c'est juste pour dire que le guide pour les VRAS est permissif et crée des dérives, en fait. Et au lieu de, justement, d'outiller les enfants et de faire de la prévention par rapport aux violences sexuelles, en fait, on les expose, en fait, à des effractions du psychisme. Et C'est donc, nous, on a intéressant parce que dans les médias traditionnels, s'ils exposaient la chose juste comme ça, en fait, les gens seraient pas du tout d'accord. C'est juste qu'ils se cachent bien de dire la réalité des programmes gouvernementaux scolaires à ce niveau-là. complètement. Complètement. Il y a un vrai malaise en fait parce que quand nous, votre décret, enfin l'arrêté ministériel en France, il est passé en février 2025. Nous, le nôtre, c'était sous forme de décret et ça a été voté quasiment à l'unanimité en septembre 2023. Et en fait, il y a eu un narratif comme ça, conventionnel, via tous les médias, qui disait vraiment de manière avec beaucoup d'assurance, en disant si quelqu'un a un souci avec les VRAS, c'est qu'il est soit désinformé ou il fait partie de l'extrême droite. Et donc, en fait, ils ont comme ça déployé vraiment une opération d'ingénierie sociale en, finalement en marquant la population là-dessus, en disant arrêtez d'être désinformé par la thématique de l'EVRAS, tout va bien, l'EVRAS c'est un outil merveilleux qui existe depuis déjà plus de 20 ans et justement là, eh bien, on l'a structuré via un guide pour l'EVRAS pour éviter justement toute dérive. Et ça va encore plus loin, puisqu'ils disent, ne vous inquiétez pas, le guide pour les VRAS a été fait notamment sur base d'une enquête sur plus de 380 élèves, qui a permis justement de structurer les balises.
Et donc nous, à ce jour, eh bien, on l'attend toujours, hein, l'enquête, on ne veut pas nous l'envoyer, cette fameuse enquête. Parce que je pense vraiment que justement, elle doit être biaisée, parce que ça me paraît assez invraisemblable qu'on puisse trouver, dès 9 ans, de trouver son point de confort sur la question de l'autodétermination. Vous Parce que, avez posé la question? Vous avez posé la question à des représentants ministériels ou scolaires ouais. bien Qu'est-ce sûr. qu'ils vous répondent à tout? Qu'on n'a qu'à demander cette recherche exploratoire, dit enquête, à ceux qui ont rédigé le guide pour l'Evras. Et donc, évidemment, les communications sont encore moins évidentes avec les rédacteurs de l'Evras. Donc, on ne l'a pas pour le moment, mais Ah, à donc vous suivre. n'avez pas pu discuter avec les rédacteurs de l'Evras, mais et avec les profs, avec tout ça, est-ce que vous arrivez à avoir des débats voilà, est-ce que des débats de Bien sûr. moralité de ouais, Bien sûr. En fait, de quoi? on remarque qu'il y a même des opérateurs Evras qui ne reconnaissent pas le guide pour l'Evras. Et c'est pour ça que nous, C'est quoi un opérateur Evras? C'est quoi ça? c'est justement, c'est les animateurs et animatrices extérieurs de l'école qui vont rentrer dans l'école pour faire une animation qui va durer environ 2 heures. Et donc, nous, on a comme ça déjà eu des dialogues très constructifs avec plusieurs opérateurs Evras et qui nous rejoignent complètement et qui nous disent, voilà, nous, si un enfant Ah de ouais? 9 ans, bien sûr, ils nous disent, si un enfant de 9 ans pose une question sur la pornographie, et c'est les mots qui sont utilisés, hein, elles disent, ben, on va certainement pas risquer de contaminer les autres enfants de la classe en débattant sur ce sujet. On attend la fin du cours, fin de l'animation, on va trouver l'enfant, pas pour répondre à sa question, mais pour comprendre s'il n'a pas été dévoyé par des images pornographiques, pour justement travailler avec les parents. Et ça, c'est une posture professionnelle. Et donc, il y a évidemment des travailleurs qui sont consciencieux et qui dispensent une Evras de qualité, mais malheureusement, on ne peut pas garantir cette qualité-là à partir du moment où on a un guide qui sert justement à conditionner les pratiques, en fait. Donc oui, il y a des Ah, débats, c'est il y a passionnant. des choses en cours, et donc, Mais alors c'est, ça, que c'est- les opérateurs soient aussi en décalage avec leur propre programme, c'est très intéressant. Parce que comment est-ce qu'ils sont choisis, ceux-là? Comment on devient opérateur Evras? S'ils sont alors, en décalage, il y a j'arrive même deux pas. manières. Soit il y a je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais en Belgique, en fait, pour chaque école, il y a des intervenants, ça s'appelle les PMS. C'est des centres psycho-médico sociaux. Et ces intervenants viennent s'assurer que tout se passe bien au niveau du développement de l'enfant. Et donc, eux sont agréés par défaut Evras. Et alors, les plannings familiaux sont reconnus depuis plus de 20 ans être les experts dans l'Evras. Et donc, c'est eux d'ailleurs les fers de lance de l'Evras, hein, c'est personne d'autre, hein. Et donc, eux ont été agréés par défaut. Et après, les autres associations qui ne sont pas agréées par défaut peuvent, en suivant une formation et en démontrant leurs compétences, avoir être labellisé VRAS, comme on dit. Et donc, nous, par rapport justement aux institutions labellisées par défaut, eh bien, sur cette thématique, sur ces faits d'exposition à un sextoy, en expliquant qu'il existe le goût coca avec un préservatif, eh bien, d'ici peu de temps, parce que là, on a dû geler la procédure, parce qu'on va peut-être avoir un partenaire euh, intéressant qui va lancer la procédure avec nous. Mais l'idée, c'était justement, normalement, on avait justement introduit la procédure, en fait, pour dans un objectif, en fait, d'arriver à remettre ce débat au centre de la place publique, en vue, en fait, justement, de parvenir à lancer, en fait, une commission d'enquête parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ici une pétition pour mobiliser un maximum de personnes euh, en vue d'essayer d'en faire un levier politique et de convaincre les députés qui n'ont jamais lu le guide pour l'Evras, hein. Ils ont voté pour parce qu'ils savent, parce qu'ils pensent que, en fait, comme
moi à la base aussi, hein, je me suis toujours dit, bah, l'EVRA, c'est génial, ça permet justement de faire de la sensibilisation et de la prévention, donc génial. Et donc, c'est pour ça que si nous, on parvient à un moment donné à faire corriger le guide pour l'EVRAS et avoir un cadre, en fait, qui est adapté au développement de l'enfant, alors il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si un opérateur, un animateur, en fait, sort du cadre, eh ben, il sera sanctionné comme il doit être sanctionné, et puis c'est tout. Or ici, on ne sait pas les sanctionner, puisque tout ce qu'ils font se fait en parfaite adéquation avec le guide pour les VRAS, ce qui est complètement délirant. Et donc notre association, là, elle passe son temps, en fait, à analyser ce que fait les institutions qui sont censées protéger les enfants, et on se rend compte, en fait, qu'elles dysfonctionnent. Au lieu d'arriver à mettre des outils en place pour diminuer la pédocriminalité et l'hypersexualisation des enfants, on doit passer notre temps, en fait, à alerter le grand public et à alerter les politiques et à lancer des procédures judiciaires pour se faire entendre parce que les institutions aujourd'hui ne sont pas en capacité justement de déployer des outils adaptés au développement de l'enfant. C'est le monde à l'envers. C'est passionnant, Verlaine Urbain. Merci d'avoir pris le temps sur ce sujet-là et il faudrait qu'on en reparle ou même ce serait intéressant qu'on aille faire des reportages ensemble, de créer du débat, de voir les retours qu'on peut avoir, de débattre avec des professeurs là-dessus. C'est tellement de Avec plaisir. sujets aujourd'hui, il y a tellement de sujets systémiques comme ça. T'as utilisé, on peut se tutoyer, on se tutoie depuis tout à l'heure. On peut Mhm. le terme de complotisme, effectivement, c'est un terme que eux disent clairement parce qu'ils veulent juste pas montrer la bêtise qu'ils ont. Mais je pense que c'est vraiment un problème de système qu'il y a où on met en place des choses qui n'ont aucun sens et en fait on perd le bon sens aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a des associations qui travaillent au niveau local pour l'action locale et on le rappelle comme tu l'as dit tout à l'heure, pensez à soutenir parce qu'on n'a pas assez la culture du don. Voilà, on ne fait pas des appels à dons pour les associations, mais c'est pareil pour nous, pour les médias alternatifs. En fait, ça dépend. Subventionner les gens indépendants, peu importe qui vous subventionnez, mais on aura un monde qui tourne rond à partir du moment où on arrivera, nous, à subventionner au niveau public, c'est-à-dire les citoyens. Donnons moins aux impôts que l'État redonne à n'importe qui. Parce que je vois jamais. Nous en France, on a un truc où maintenant, même dans les supermarchés, ils proposent de faire des dons à des assos, mais c'est jamais les assos qui font le plus. Hein. C'est les assos que tu retrouves même après prendre des recruteurs de donateurs sur le terrain. Enfin, c'est tu vois. Donc on est sur un monde en général, effectivement, qui marche sur la tête, mais il y a des personnes comme toi qui se battent là-dessus. Et voilà. Donc, Innocence en danger a évolué vers droit de l'enfance. On rappelle votre site qui est droit de l'enfance tout attaché.be. Droit de l'enfance.be. Donc voilà, et n'hésitez pas si ça vous intéresse, ils ont une pétition, comme il en a parlé tout à l'heure, que vous trouvez juste là. La pétition, peux-tu rappeler, c'est juste pour annuler tout les VRAS ou c'était quoi? Alors, c'est plus constructif que ça. C'est dans le but de pousser. Oui, c'est dans le but de pousser, en fait, d'abord, c'est toujours bien de créer une communauté. Donc, bienvenue à tous les Français qui nous écoutent aussi à la signer. Et ça montrerait justement un intérêt même international finalement pour cette cause-là. Et donc, c'est pour m'en servir comme levier politique et convaincre les députés de lancer une commission d'enquête parlementaire parce qu'on pourra en reparler une autre fois. Mais on va dans quelques mois sortir un gros dossier sur, en fait, le petit teaser sur l'idéologie inavouable euh, liée à l'Evras. Et donc, parce que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Et donc, j'espère bien effectivement pouvoir convaincre les députés pour lancer une commission d'enquête parlementaire. Et c'est pour faire corriger le guide pour l'Evras. On veut pas éradiquer l'Evras, on veut qu'il soit justement adapté au développement de l'enfant. Très intéressant. Bah, on suivra ça de très près et s'il y a des avancées là-dessus, tu n'hésites pas à venir nous en parler. On a un live tous les vendredis sur l'actualité. On sera ravis de pouvoir Excellent. être tenu au courant voilà, de ces avancées. Et encore une fois, Nexus, on est ravis de pouvoir donner la parole aux personnes qui se battent sur le terrain comme ça pour essayer d'avoir un monde avec un petit peu plus de sens. J'ai oublié de vous parler du magazine, n'hésitez pas à aller le trouver en kiosque. Pour ceux qui nous découvrent, Nexus c'est aussi un magazine en kiosque. Vous pouvez nous trouver directement près de chez vous ou sinon le commander le dernier numéro, magazine papier, sur nexus.fr. Et sinon, si vous pouvez vous abonner, plus vous êtes d'abonnés, plus on pourra mettre des tirages et montrer l'action sociale, l'action locale et sociale parfois en France.
et en France, ou même on a des tirages en Belgique, hein, d'ailleurs. Donc voilà, plus on pourra aller dans toute l'Europe, on va dire. Merci Verlaine, c'était vraiment un sujet passionnant. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Romain. Merci.